De vouloir savoir, c'est ça qui m'a fait tenir, c'est de vouloir savoir. Et je dis, le jour qu'on trouve le meurtrier de mon fils reviendra. Et même encore de temps en temps maintenant, ça va faire 18 ans déjà, il y a des moments pareils que je dis, si on a le meurtrier, Michel revient. Et pourtant, c'est impossible. Je suis un père, c'était mon fils. Cet homme s'appelle Roger Dufoy, il est fatigué. Depuis 19 ans, ce père vit taraudé, rongé, étouffé par le mystère qui entoure la mort de son fils le 22 juillet 1995. Ce fils, il s'appelait Michel Dufoy. Pour Roger et sa famille, c'est le drame de leur vie, mais c'est aussi une véritable énigme qui hante aujourd'hui encore toute une région. On dit là-bas le mystère de l'homme sans tête. Mais cet homme sans tête était avant tout, pour ceux qui le connaissaient, pour ceux qui l'aimaient, c'était surtout un jeune garçon de 22 ans qui avait toute sa vie devant lui. C'était un garçon qui avait beaucoup la vie. Il faisait rire tout le monde. Il avait toujours des rigolades, quelque chose à dire, quelque chose à faire, quelque chose qui faisait amuser les gens. Michel, il était simple. Oui, ça là-dessus, il était simple. Oui, il aimait bien la nature. Hein. Ici, il aimait bien. Quand il était petit, ben, c'est simple, il était tout le temps sur les tracteurs de mes parents. Il adorait ça conduire. Ah, il adorait ça. Il en a fait des choses, hein, oui, un tracteur, tout ça. Il nous battait même, nous. C'était ça qui était amusant, parce qu'il nous battait. Moi, j'ai appris à conduire le tracteur à 16 ans. Lui, à 5 ans, il montait déjà sur le tracteur. Vous regardez Michel, mon petit frère, vous regardez mon père. C'est exactement la même carrure. Oui, il faisait quasiment la même grandeur que mon père, des grosses mains, une grosse ossature par rapport à moi. Je suis un minus, quoi. C'est vrai que quand on voyait mon frère, on voyait mon père. Exactement pareil. Avec Michel, on était très proches. Quand j'avais n'importe quoi, je disais, il courait pour le faire. Il se décarcassait. Il dit, papa, on va ici, on va là-bas. Il n'avait pas de permis de conduire. Je me rappelle qu'il n'avait pas de permis de conduire. Il prenait la voiture, il me retrouvait dans les champs. Ah si, ça c'était drôle des fois. Et là, quand il voyait les gendarmes, il se couchait sur le siège, on voyait une auto qui pouvait passer et puis il n'y avait personne dedans. Ah si, ça, il aimait se faire ces petits coups-là. C'était son... Michel, j'étais un de ses meilleurs amis. Je dis, je pouvais venir à n'importe quel moment, il était là, bon, on s'aidait mutuellement. Physiquement, Michel était un beau garçon, jeune beau garçon, qu'à le dire, hein, grand, assez carré. Il était capable de faire craquer plusieurs filles sans aucun problème. Ah, mais il avait du charme. Hein. Ah oui, mon petit frère avait eu beaucoup de charme, oui, au niveau des filles. Peut-être qu'il en jouait aussi, qui sait. Michel Dufoy était exploitant forestier, un vrai bosseur. Il était aussi très attaché à sa famille. D'ailleurs, à l'époque, à 22 ans, il vivait encore chez ses parents dans la ferme de la famille située à Vaudeur, dans l'Yonne, un petit bourg de 500 habitants. Et c'est donc là, à Vaudeur, que son père l'a vu pour la dernière fois, le 22 juillet 1995, dans l'après-midi. Michel se préparait à partir au mariage de son ami. Pour la dernière fois, Michel, je l'ai vu le soir, il était vers les 4 heures de l'après-midi, quand il est parti pour monter à Nargis, pour aller à la noce. Ça l'embêtait un peu d'y aller à la noce, parce qu'il était tout seul, j'y allais pas, et puis on n'y allait pas des personnes, il y avait lui qui était invité, et ça le gênait un peu. Il voulait que j'y aille avec lui. Et moi, je lui ai dit que c'était pas possible, et que je n'étais pas invitée à ce mariage, et que lui, c'était son ami qui se mariait. C'était un copain qui travaillait aussi dans le bois, il travaillait aussi dans le bois. Et c'était un copain à lui, donc c'est lui qui a dit qu'il soit témoin de son mariage, il a dit accepter. Et il est parti au mariage. Il nous a dit comme ça, quand il est parti, il dit à lundi. Il dit je rentrerai lundi dans la matinée. Nous sommes donc le samedi 22 juillet 1995. Michel est donc parti au mariage. Il va faire 100 km pour se rendre à Nargis, dans le Loiret. Tout à coup, dans la nuit du dimanche à lundi, à 1h du matin, le téléphone sonne à la ferme de la famille Dufoy. Quelqu'un appelle Roger. C'est François Fouet, le marié.
On était couchés, avec mon épouse, on était couchés, et le téléphone sonne. Alors je décroche, il dit c'était François Fouet. Il me dit, Michel, il est rentré. Je dis non, c'est toi qui l'as là-bas, il est à la noce. Il dit non, il est parti, il dit on le trouve pas, il dit on l'a cherché, il dit on le trouve pas. Et ben, je lui dis il va revenir. Je lui dis sa voiture, ben, il me dit sa voiture elle est là. Bon, ben, il est peut-être parti avec une fille par là. Alors je lui dis faut pas se tracasser. Le week-end se passe et Roger me dit, nous interpelle en nous disant que Michel n'est pas rentré, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter puisque Michel était un fêtard et qu'il ne rentrait pas toujours le jour même. Il pouvait des fois rentrer le lendemain ou le surlendemain. Donc, dans un premier temps, on est resté là-dessus, mais sans plus inquiétude. Je me suis inquiété, c'est le mardi matin, parce que son patron était parti livrer du bois à Paris avec le camion que Michel conduisait. Et c'est de là qu'il m'a dit, il me dit, t'as pas peur? Il dit, je connais le terrain là-bas, il dit, il y a des trous, il y a un canal, il y a des trous d'eau, c'est plein de trous d'eau. Vraiment, là, j'ai changé sa roue, mais ça tournait dans ma tête quand même, je pensais à ça. Parce que quand il m'a parlé de trous d'eau, tout ça, ça m'a, dans le cervelet, là, ça m'a claqué un coup là-dedans, ça m'a fait quelque chose. Voilà, et mon père, ça lui a fait tilt. Canal, trou d'eau, mais bon, sans plus. Hein. Il est venu chez moi, il m'a sonné à ma porte en disant voilà, j'ai besoin d'une photo pour Michel. J'ai dit une photo pour Michel. Il m'a dit oui. J'ai dit Michel, il est parti en mariage, il n'est pas rentré. Il m'a dit non, il n'est pas rentré, Michel. Il me dit il a disparu. Alors j'ai dit mais il a disparu. Il me dit il me faut une photo. Et je lui ai donné la photo de mon petit frère. Il a dit, je veux voir si quelqu'un a vu mon fils le dimanche et le lundi, s'ils ont vu Michel. Le marié a été avec mon père pour faire les recherches le lendemain. Quand il est venu chercher la photo, ils sont partis ensemble. Ils ont été à cet endroit-là, puis ils ont fait tout à droite, à gauche, partout, pour le retrouver. J'étais avec François Fouet, et de là, on a fait tous les commerçants par là pour leur montrer la photo. Je leur présentais la photo, je dis, est-ce que vous avez vu ce jeune homme-là? Alors, tous les commerçants, non, on ne l'a pas vu, non, on ne l'a pas vu. Alors, je repartais plus loin, d'autres commerçants, ils regardaient la photo. Non, ça ne nous dit rien. Et j'ai fait tout Ferrières, tout ça, tout par là, j'ai rien trouvé. Michel Dufoy s'était comme évaporé, disparu, pas la moindre trace. Où donc était-il passé? On était le mardi 25 juillet 1995, cela faisait 3 jours que Michel était parti de chez lui. Déchiré par l'angoisse qui l'oppresse de plus en plus, Roger Dufoy sillonne alors toutes les rues de Nargis, il fouille tous les recoins de la commune. Il y est encore d'ailleurs lorsqu'un garde champêtre appelle les gendarmes, l'homme est affolé, il vient de découvrir un corps flottant entre 2 eaux dans le canal du Loing. Au même moment, Roger Dufoy s'approche par hasard du canal et aperçoit un attroupement sur la berge. Il se promenait sur le bord en cherchant Michel, justement. Et il a vu des pompiers en bas du canal et tout, et il a été voir. Alors, on a vu vers le canal, on a vu qu'il y avait des gendarmes qui étaient là. Alors, on a fait le tour, on a été pour venir vers eux. Et puis, moi, j'ai descendu de la voiture, j'ai été voir, j'étais toujours avec le marié, avec François Fouet. Alors, François, j'ai dit, tu viens avec moi? Il me dit non, je vais pas. Donc il s'est assis sur le capot de ma voiture. Et puis, il arrive à ce moment-là où ce corps est hissé sur la berge, alors qu'il ne cherche pas forcément le corps de son fils, il cherche son fils. En voyant les gendarmes qui étaient là, mon fils qui manquait, on a beau être fort, mais dans la tête, mais ça tourne là-dedans. Ça tourne, ça tombe un peu dans tous les sens. On prie pour que ce soit pas lui. Les gendarmes ont dit, vous pouvez pas approcher, monsieur. On a retrouvé un corps dans le canal, vous pouvez pas approcher. Il dit, voilà, je suis à la recherche de mon fils, il a disparu depuis dimanche. Il dit, j'ai sa photo. Il me dit, oui, on a retrouvé un corps, c'est un homme. Et mon père, il a dit, non, c'est pas possible, ça peut pas être Michel. Il dit, je veux voir le corps. Et les gendarmes, ils ont dit, oui, mais on peut pas vous montrer tout. De là, il me montrait une housse. Il me dit, tiens, c'est ça. Et je dis, non, moi, je veux voir le corps. Et comment vous voulez reconnaître un corps qui est caché? Alors, dans la housse,
ils ouvraient juste le bout des pieds pour faire voir les chaussures qu'il avait. Pour faire voir les chaussures qu'il avait. Ben, j'ai dit, les chaussures, j'ai dit, les chaussures, tout le monde en a, les chaussures dans les pieds. Alors, c'est tout. Je dis, moi, je veux voir le corps. Pour reconnaître, je veux voir le corps. Je ne vais pas vous dire que c'est lui, puis que c'est pas lui. Alors, pour en finir, ben, ils ont ouvert. Et puis à la fin, bon, ben, j'ai vu sa poitrine, là, sa poitrine, le poil sur la poitrine, là, les bras, les mains, là, j'ai dit, c'est lui, ça. C'est lui, mais ils n'ont pas été pour que je vois la tête, il n'avait plus de tête, ils n'ont pas monté jusque-là. Mais j'ai dit, c'est lui. Et alors, il dit, vous croyez? Je dis, oui, c'est lui. Bah, moi, je me suis imaginé, oui. Pour mon père, la scène d'horreur, j'ai dit, c'est pas possible, il a vu son fils mort. Non, c'est rien, c'est de la folie douce. Ouais, c'est quand on retrouve son enfant comme ça, c'est terrible, hein, je souhaite à personne. Et François, quand je suis revenu vers la voiture, j'ai dit, François, t'aurais pu venir avec moi? Il me dit, n'importe comment, ça sert à rien, je savais que c'était lui. Alors, c'est tout, j'ai rien dit. J'ai remonté dans la voiture, j'ai mis la voiture en route, et puis on est reparti au domaine. Comment François pouvait-il savoir à ce moment-là, assis qu'il était sur le capot de la voiture, qu'il s'agissait du corps de son copain Michel? Et pourquoi s'en désintéresser ainsi? N'empêche, pour les parents, le frère, la sœur, les amis de Michel, ça va être un véritable choc. Un corps sans tête, c'est horrible, rien que d'y penser. La tête, sa tête, ne sera retrouvée que le lendemain, un peu plus loin, près de la berge. Roger, effondré, a donc dû rentrer chez lui et annoncer à sa famille ce qu'était devenu son fils. Il nous a dit, ton frère est décédé. J'ai dit, c'est pas possible. Il me dit, si. Il s'est noyé dans le canal. On l'a retrouvé dans le canal. J'ai dit, c'est pas possible. Il me dit, si. Je voulais pas y croire. J'ai dit à mon père, c'est pas possible, c'est pas vrai. C'est tout juste, j'aurais été menteur. Je pouvais pas admettre que mon petit frère soit décédé. Je me souviens m'être vraiment effondrée. Ça a été vraiment très très dur. Ça a été vraiment assez... Même avec des années après, je me souviens que... Moi, je ne conçois pas qu'on parte à un mariage et qu'on revienne décédé. Qu'on ne revienne pas du tout, quoi. C'est bien mieux parce que... Il n'est pas revenu de son vivant. On a un mariage pour s'amuser. Mes parents l'ont dit aussi, mais... Ils ne pensaient pas revoir leur fils, hein. Quand on perd son fils, il y a pas, c'est une partie de soi, c'est notre sang, c'est notre chair, c'est notre... ça c'est... On est humain, on n'est pas des bêtes, c'est terrible ça, je sais pas comment dire. Il n'y a même pas de mots pour l'expliquer, ça vous fout le meilleur de vous. Et puis en plus, oui, il allait avoir 22 ans. Donc 8 jours après, il devait arroser ses 22 ans. Et c'était pas sa place de partir, c'était plus la mienne. J'étais trop jeune. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'était-il arrivé à Michel Dufoy? On se pose la question, mais que s'est-il passé pendant la noce? Alors les gendarmes tentent de savoir. Enfin, ils tentent. Puis ils disent, bon bah il s'est suicidé, c'est évident. Mon frère suicidaire à 22 ans, Michel a suicidaire à 22 ans. Ah non, du tout. Ah non, il aimait trop la vie, c'est impossible. Il n'avait pas de soucis, il avait tout ce qu'il lui fallait. Donc suicidaire, non. Ça c'est un mot qu'il ne faut même pas prononcer. On a filmé ce mariage comme on le fait classiquement dans ce genre de fête, ou en tout cas de cérémonie, et donc c'est troublant de voir Michel Dufoy vivant, s'amuser, par moments moins, échanger avec ses amis, échanger avec des personnes qu'il connaît. Donc on a l'image finalement de la dernière fête à laquelle il participe et des derniers moments. Non, sur les vidéos du mariage, on ne voit pas que Michel est suicidaire. Il a assis une table, on le voit à table, on le voit manger.
Il sourit, il danse, il va danser, on le voit danser, on le voit sourire. Il n'est pas suicidaire sur la vidéo. Il s'amuse. Comme on va à un mariage, on s'amuse. Aucunement. Je le vois pas dire j'ai mangé, je me suis amusée, tiens, je vais aller me mettre dans le canal, quoi. Non, c'est non. Quand j'ai dit aux gendarmes que Michel n'était pas suicidaire, il était un bon vivant, j'ai pas l'impression qu'ils étaient persuadés de ce que je leur disais. 2 jours après, bon, pour eux, ça y est, ils étaient prêts à redonner le corps, c'était le suicide, c'était terminé, on n'en parle plus. C'est impossible, on ne se coupe pas la tête et on va se jeter dans le canal à 3 km, c'est impossible. Il fallait que mon fils ce soit un surhumain. C'était peut-être un martien. Il faut être surhumain, se promener avec la tête sous le bras. Non mais quand vous avez l'air con quand vous pensez dans le monde avec la tête sous le bras. Dans sa logique toute simple, Roger Dufoy n'en démord pas. Son fils n'avait pas pu se couper la tête puis se jeter dans le canal. Ou se jeter dans le canal pour ensuite se couper la tête. C'est le bon sens. Et à l'époque, la famille pensait en apprendre plus grâce à l'autopsie. Mais là, problème. Il n'y a pas d'autopsie de pratiquer au sens propre du terme, c'est-à-dire analyse des organes, etc. tout de suite. La substitut du procureur, elle avait dit aux gendarmes de l'emmener chez un médecin légiste. Pour en finir, ils l'ont emmené chez le docteur Gourbex. Le docteur Gourbex, que c'est un médecin généraliste, que c'est décidé pour un légiste, déjà pour commencer. Et ça, c'est très classique dans nos campagnes, j'ai envie de dire. On n'a pas suffisamment de médecins légistes sur le territoire français. Donc on a ces médecins de campagne, médecins généralistes, qui viennent faire les premières constatations. En ce qui concerne la décapitation, le médecin nous indique que c'est une plaie franche, c'est-à-dire comme si on avait décapité au sabre. C'est en tout cas la description que nous donne le médecin qui examine cette plaie. Suivant la gendarmerie, suivant la justice, ça serait un bateau qui aurait pensé, qui aurait coupé la tête, l'hélice du bateau qui a coupé la tête, et puis le bateau est parti, puis le corps il est resté là. Une personne dans le canal sans tête, pas d'autopsie, vous trouvez ça normal? Pas moi. Surtout que vous avez le cœur d'un côté, la tête de l'autre, qu'on a retrouvé quelques jours plus tard, quand même. Donc là, on met mon frère dans un sac, puis on l'emmène, voilà. Et par un mariage, il rentre entre 4 planches. Voilà. Et on nous dit, c'est un suicide. Non, c'est pas possible. Après, je l'ai vu, le médecin, il dit, j'ai écrit ce que les gendarmes m'ont dit d'écrire, et j'ai fait ce que les gendarmes m'ont dit de faire. Alors, donc c'était... On voit que tout a été gâché. C'est des gendarmes locaux qui ne sont pas forcément habitués aux affaires criminelles, aucune reconstitution, aucune vérification, rien. Et comme le médecin qui examine le corps note pas forcément de traces criminelles, eh bien, le dossier va être, je dirais, fermé dans ces conditions. Pourquoi le procureur de la République n'a-t-il pas tout simplement ordonné de véritables autopsies? Tout de même, on retrouve le cadavre d'un jeune homme décapité dans un canal. Ça n'arrive pas tout de même tous les jours. Un jeune homme qui n'avait jamais manifesté de tendance suicidaire, au contraire. Et on en revient à la question essentielle. Que s'est-il donc passé durant ce mariage, les noces de François et de Virginie? Voici une réponse. Celle de l'un des invités, il se souvient très bien. L'ambiance était super bien passée, tout le monde s'est bien amusé, tout le monde rigolait, il y avait les DJ qui étaient super sympas, ils étaient même bien avenants et tout, et c'était une très bonne ambiance. Alors Michel, il dansait comme tout le monde, il était dans un état festif, comme tous d'ailleurs, comme tout le monde, et puis il a même pris ma fille dans les bras pour la faire danser, c'était une personne qui était très gentille. Il n'avait pas l'air d'être anxieux, au contraire. Il était bien heureux d'être là. Il était très content d'être là. Il n'y a pas eu d'anicroche, il n'y a pas eu rien du tout. C'est-à-dire c'était un mariage qui était parfait. Un mariage qui semble se dérouler pour le mieux, mais en questionnant François Fouet, le marié, Roger, le père, va apprendre que tout, paraît-il, bascule le dimanche, le lendemain du mariage. Une partie des invités, dont Michel, est venue finir les restes, comme on dit. Et en fin d'après-midi de ce dimanche, Michel avait trop bu, révèle François. Michel serait devenu, selon lui, ingérable. On m'a dit que c'était qu'il buvait trop, qu'il avait beaucoup bu, et que c'était lui le plus saoul au mariage. Que finalement il va vouloir reprendre son véhicule, partir avec son véhicule, qu'on va l'empêcher d'utiliser ce véhicule parce qu'il a bu. Le marié va nous expliquer
que, en fait, pour empêcher Michel Dufoy de partir avec son véhicule, parce que Michel Dufoy s'est enfermé dans son véhicule. Donc il va passer le bras par le toit ouvrant qui est un petit peu ouvert, attraper les clés au contact, lui débrancher le contact et ensuite ouvrir, de cette façon pouvoir ouvrir la porte avec les clés. Et on l'aurait couché sur l'air pour qu'il cuve. Pendant ce temps, on aurait débranché la tête de Delco pour qu'il ne puisse pas démarrer. Il apparaît que malgré tout, il aurait pu prendre le véhicule et s'engager dans la pente, puis le véhicule se serait arrêté de lui-même. Et là, il serait parti à pied dans un village qu'il ne connaît pas, et puis disparaître de cette façon-là. Les mariés racontent ensuite qu'ils étaient très inquiets, qu'ils ont passé plusieurs heures à le rechercher dans les rues de Narjus. Du coup, les enquêteurs pensent, si ça n'est pas un suicide, c'est un accident. Michel Dufoy était complètement ivre, ne se rendait pas compte où il allait, se tombait dans le canal. Mais cette thèse de la mort du fils ne convainc pas le père. De fait, il y a un certain nombre de faits qui ne collent pas avec la thèse d'accident-suicide. Par exemple, pourquoi retrouve-t-on la tête de Michel à plusieurs dizaines de mètres de son corps, c'est-à-dire en fait de l'autre côté de l'écluse, une écluse qui, fermée, est censée faire le barrage, de rien laisser passer. C'est crédible tout ça? Pas trop, non. Du coup, puisque la justice manque son enquête, Roger Dufoy, lui, va faire la sienne d'enquête. Après la mort de mon fils, oui, quand je suis revenu un petit peu dans ma tête, une quinzaine de jours après peut-être, je ne me rappelle plus bien exactement les dates, mais j'ai dit c'est pas normal. Monsieur Dufoy ne se satisfait pas de ce qu'on lui dit, c'est un père qui cherche la vérité, qui veut la comprendre. Et je pense qu'il a toujours été prêt à l'accepter à condition qu'on la lui démontre. L'histoire de l'hélice, ça passe pas. Pour être très clair, ça passe pas. Donc il va aller voir des bateliers, il va aller rencontrer des personnes qui ont des péniches, qui ont des bateaux. Mon père, ce qu'il fait, il fait le travail de la police, oui. Et il se fait, un détective, un petit peu. Il mène son petit bateau à lui, il cherche à droite et à gauche. Il cherche les explications. Pourquoi? La coupe franche par une hélice de péniche. Une hélice de péniche, j'ai demandé à des bateliers, j'ai fait le tour de France, j'étais au Maroc, j'ai été partout pour demander. À plein régime, ça tourne à 900 tours minute, une hélice de bateau. Alors, c'est une hélice qui tourne à 900 tours minute, un corps, ça l'aurait sorti en hachis. En pâté à chien, que ça l'aurait sorti. Une hélice de bateau, ça a 3 pales. Et donc, quand la première, elle coupe, la deuxième, elle est là qu'elle attend pour couper à son tour. Et moi, quand j'ai vu le corps de mon fils, thorax, il était propre, il n'avait pas eu de coups, rien du tout. Alors, ça ne peut pas être une hélice de bateau qui l'a fait. Alors, est-elle vraiment plausible, la thèse de l'hélice? Réponse du responsable du canal du Loing à Narjis, le canal dans lequel on a retrouvé le corps et la tête de Michel. Attention, cet homme ne connaît pas Roger Dufoy. Il parle en toute objectivité, mais en spécialiste tout de même. À mon avis, non, une hélice ne peut pas couper droit. On voit souvent des poissons qui sont coupés par les hélices ou autres. À chaque fois, c'est du hachis, on va dire. Donc non, à mon avis, ça ne fait pas une coupure droite, non. Ça ferait on va dire des copeaux, quoi, parce que l'hélice, elle est un peu tordue. C'est pas une coupure droite, donc ça ferait un peu de copeaux et ça fait pas droit, quoi. Je peux pas vous dire... Et un corps ou une tête peuvent-ils passer une écluse? On s'en souvient, la tête a été retrouvée d'un côté de l'écluse et le corps de l'autre côté de l'écluse. Non, même en ouvrant les ventelles, le corps, normalement, il peut pas passer quand c'est fermé, non. Il peut pas passer l'écluse, non, c'est pas possible. Oui, je comprends les doutes, comme quoi le corps a été retrouvé là et la tête là-bas. Je ne sais pas, je peux pas vous expliquer. Ce spécialiste confirme donc de façon claire les témoignages que Roger Dufoy avait recueillis, soit tout de même une 50aine d'attestations de bateliers. Donc en mars 96, un an plus tard, Roger Dufoy n'hésite plus, il dépose plainte. C'est là que j'ai dit, on est en train de me prendre pour un pigeon, on me raconte que des conneries. Donc j'ai pris un avocat et j'ai déposé plainte pour homicide volontaire. Alors, mais en accusant personne. C'est à la police de chercher, c'est leur métier. Je paye des impôts comme les autres. Alors c'est leur métier de chercher. Je dirais que cet homme, il n'était pas destiné à mener un combat de la sorte. C'était un homme du cru, j'ai envie de dire, un homme qui vivait sa vie
voilà, tranquillement, qui exploitait sa ferme. Il n'était pas destiné à s'élever comme ça face à la justice, à des enquêteurs, des gendarmes, des magistrats. Je trouve que c'est assez touchant ce côté je n'accepte pas et je n'ai pas accepté ce que vous m'imposez. La plainte est déclarée recevable, une enquête est enfin ouverte. Un mot dans les constatations, faites à l'époque par le médecin, va retenir l'attention des avocats de Roger Dufoy. Ce mot, c'est hématome, qui revient à plusieurs reprises dans le rapport. Hématome, ça veut dire que Michel Dufoy aurait reçu des coups violents avant de mourir. Les hématomes ou les ecchymoses sont des traces qui ne peuvent, en règle générale, apparaître que du vivant de la personne, ou très très proche de la mort, mais du vivant de la personne. Or, on constate sur le corps, quand on regarde les traces, qu'il y a peut-être des hématomes, même très importants. Donc ces plaies ont dû avoir lieu avant la mort. Parce que vous avez une poule qui est crevée dans votre poulailler, vous avez beau la taper, ça fera pas de bleu. Alors donc mon fils, comme il avait des bleus, des hématomes, comme ils appellent ça, ben c'est qu'il a été frappé avant la mort. Alors c'est bien ce qui prouve qu'on veut me raconter n'importe quoi. Par exemple, on a ce qu'on appelle une fusée hématique importante sur la cuisse de la victime, donc une plaie ouverte, à bord très franc aussi, pas du tout déchiquetée. Et on va nous dire qu'en fait, le corps s'est fiché sur une barre de fer dans l'eau, dans le canal. Probablement une barre de fer qui serait rentrée dans la cuisse, qui serait sortie dans l'ange, d'environ d'1 centimètre de diamètre, la barre de fer. Alors, qu'est-ce que c'est qui fait 1 centimètre, à part une balle de revolver? La plaie, par exemple, qui se trouve sur la cuisse, qui est très franche, qui pourrait correspondre effectivement à une plaie par balle, on ne peut pas l'expliquer aujourd'hui parce qu'on n'a pas retrouvé le pantalon de la victime. En tous les cas, lorsque moi j'ai demandé à la justice si elle avait effectué un scellé sur ce pantalon, aujourd'hui je ne sais pas où est ce pantalon. Donc je ne peux pas faire d'analyse pour vérifier quelle a été la cause de cette plaie, parce que sur le pantalon restent des traces qui seraient exploitables, notamment si c'est une plaie par balle. L'enquête, depuis le départ, oui, ça a été malmené, ça a été salopé, ça a été... On ne peut pas trouver le mot pour dire ce qui... Tellement ça a été malmené, depuis le départ. On a aussi une plaie du côté gauche qui pourrait, qu'on ne nous explique pas, et qui pourrait être par exemple une plaie de sortie d'une balle. Nous, on ne peut pas exclure cet aspect-là. De la même manière, on va nous expliquer qu'il y a un enfoncement costal, qu'il y a effectivement des fractures costales et qu'elles sont dues au passage de la quille d'un bateau qui aurait écrasé le corps sous l'eau. Si effectivement il avait été broyé par une côte, ce qui est étonnant, c'est l'état de sa peau. C'est-à-dire que dans ce cas-là, pourquoi on aurait uniquement, je dirais, un écrasement costal et qu'on n'aurait pas des traces de ripage sur la peau, même des taches d'arrachage de la peau et des muscles et des choses comme ça. La piste du suicide ou de l'accident est de moins en moins évidente à envisager. La vraie question est peut-être finalement, quelqu'un a-t-il décapité Michel? A-t-il été victime, Michel, d'une agression? On l'attaque, on le tue à coups de poing, à coups de bâton, on le décapite à la hache de bûcheron, peut-être? Ils sont plusieurs à être bûcherons dans la fête, y compris le marié. Attention, c'est une simple hypothèse. Puis on jette son corps d'un côté, puis sa tête de l'autre côté de l'écluse du canal, ce qui expliquerait qu'on ne les retrouve pas au même endroit. Le 23 mars 1996, enfin, soit 10 mois après la mort de Michel Dufoy, une juge d'instruction ordonne l'exhumation de son corps dans l'espoir que cette autopsie livrera enfin la clé d'énigme. Une autopsie que le père réclamait depuis des mois, des mois. L'autopsie, ça avait toujours été refusé, ça coûtait trop cher, c'était ci, c'était ça, il n'y avait pas lieu de le faire, il n'y avait pas aussi. Mais le jour, à la fin, ils l'ont fait, l'autopsie, mais moi, j'ai jamais été au courant. Je l'ai su 3 jours après, quand j'ai emmené des fleurs au cimetière. Parce que le ciment autour de la tombe, il était frais fait. Et de là, j'ai été voir le maire. Le maire me dit si, il me dit t'étais pas au courant? Ben je dis non. Ben, il dit oui, j'ai téléphoné à la juge. Elle dit surtout n'en parlez pas monsieur Dufoy, il va faire un scandale. Alors, ils l'ont fait sans que je sois prévenu. J'aurais quand même voulu assister pour voir si la fameuse coupure franche, c'était vraiment une coupure d'hélice de bateau ou une coupure de tronçonneuse. Pourquoi ne pas avoir prévenu le père? C'est mesquin, ça. Avait-on encore des choses à lui cacher? Le corps de Michel Dufoy est donc exhumé de sa petite tombe du cimetière de Vaudeur pour être conduit à l'Institut médico-légal de Sens. Là,
Le médecin légiste, un vrai cette fois, examine ce qu'il reste du corps de Michel, mais 10 longs mois ont passé depuis sa mort, et l'état de décomposition du corps ne permet pas de déceler des traces suspectes. Ça arrange finalement tout le monde judiciaire, je veux dire. La justice décide donc de fermer une seconde fois le dossier et prononce un non-lieu. Cette autopsie, ça servait à rien, c'était juste pour fermer ma gueule. On a fait l'autopsie, terminé. J'étais content avec ça. Non, je suis pas content. Cette attitude pathologique de la justice et des enquêteurs sur des affaires qui sont loupées, et qui partent du principe qu'on ne peut pas revenir sur ce qui est loupé, donc on classe le dossier. C'est tellement plus facile de le classer. Ça arrive souvent, donc on classe le dossier. Et la mort de mon fils, je vais vous dire, ça fait mal. Mais la justice, ça fait presque plus mal encore. Ça peut vous ronger, ça peut vous... La justice, c'est... Vous voyez un juge, c'est quoi? C'est un homme qui est derrière son bureau, c'est tout. Il souffre pas. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, lui? Rien. On a essayé de bâcler l'affaire pour... en disant c'est le fils d'un paysan, et puis ça ira pas plus loin, quoi. En effet, si l'autopsie avait été réalisée dès la découverte du cadavre, on aurait pu de façon certaine établir les circonstances de la mort de Michel. Par exemple, savoir s'il avait de l'eau dans les poumons, signe qu'il serait mort noyé, signe que la thèse du suicide ou de l'accident aurait été recevable. Roger Dufoy en était sûr, on lui cachait quelque chose. Pour trouver de nouveaux éléments, il va s'intéresser de plus près à la voiture de son fils. Une voiture qui, depuis la disparition de Michel, était restée chez la famille des mariés. À l'évidence, les enquêteurs ne se sont jamais intéressés à cette voiture. C'est vraiment n'importe quoi. Mon fils il est décédé, mais jamais on a demandé comment il avait fait pour aller à la noce. S'il avait pris le train, il avait été avec un cheval, s'il avait été tout ça, mais il avait sa voiture qui était là-bas. Personne s'est intéressé à regarder la voiture. Enfin, le papa va explorer ce véhicule, évidemment, va se demander s'il va trouver quelque chose, un mot de son fils, parce que si c'est suicidé, il y a peut-être un mot de son fils, il y a peut-être des éléments qui vont être indicatifs pour lui. Donc il va regarder, il va trouver des vêtements, il va trouver diverses choses qui le mettent mal à l'aise en tous les cas. Mais ce qui s'est passé, la voiture, elle avait quelque chose à cacher. Sa chemise, elle était sur le siège passager, bien pliée au carré, fraîche lavée, elle sentait la soupline. Michel, il est parti avec une chemise qu'on voit sur les vidéos des mariés et qu'on retrouve dans la voiture propre. Pourquoi elle était là, cette chemise? Il aurait dû l'avoir sur lui, cette chemise. Parce que comme il est encore au mariage. Quand il est parti, apparemment, il s'est fait bousculer, il partait, il avait encore la chemise sur lui. Pourquoi il l'a plus quand on le retrouve? On l'a défait, un trou sur le sein gauche, un accroc sur le sein gauche qu'elle avait. Mais, un accroc retourné à l'envers, oui, sur le sein gauche. Attends, mais c'est arrivé comment tout ça? C'est arrivé comment? On retrouve cette fameuse chemise qui présente un accroc juste là où on a une plaie. On va trouver une plaie sur le corps de Michel Dufoy. Précision importante, le corps de Michel a été sorti de l'eau torse nu, sans cette fameuse chemise. Pourquoi cette chemise que portait Michel au mariage réapparaît mystérieusement dans la voiture lavée, repassée? Interroger les mariés n'ont aucune explication à fournir, bien sûr. Pourtant, cette voiture était chez eux durant 3 semaines. Roger fouille encore la voiture et découvre un autre élément étonnant. On a retrouvé tout un tas de trucs. Ça aurait dû être analysé, ça. Le diadème de la mariée qu'on a retrouvé dedans, derrière le siège passager qu'il était. Il est arrivé comment? La mariée, le marié qui l'habille? Là, on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi le diadème a atterri dans la voiture à Michel. Alors, c'est les gendarmes qui auraient dû le trouver, ça. Il y avait le caoutchouc de la portière qui était arraché. Il a été arraché comment? Parce que Michel s'est débattu dans la voiture, parce qu'on a voulu le sortir. Il s'est accroché après le caoutchouc, et c'est pour ça qu'en sortant, il a arraché le caoutchouc de la portière. Non mais c'est pas normal. Cette histoire de diadème de la mariée
C'est très bizarre tout de même. La mariée prétendra en avoir fait cadeau à Michel. Pourquoi à lui? Et ce n'est pas tout. D'après son témoignage, François, le marié, aurait tenté d'empêcher Michel Dufoy, décrit comme ivre, de partir au volant de sa voiture. Mais Michel ne l'aurait pas écouté, aurait réussi à faire démarrer son véhicule. François, toujours selon le marié, lui aurait couru après, puis aurait passé son bras par le toit ouvrant du véhicule et se serait saisi des clés de contact. Cette version paraît totalement invraisemblable. Un expert mandaté par le père va donc organiser une reconstitution pour savoir si cela est vraiment possible. On va faire appel à un expert en accidentologie, qui est un expert reconnu sur la place de Paris, qui est quelqu'un qui est expert à la Cour de cassation, qui va accepter de venir examiner ce véhicule et participer, ou en tout cas organiser cette reconstitution autour du véhicule. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut véritablement attraper les clés du véhicule en passant le bras par le toit ouvrant? Ça, j'y crois pas. Le bras passé à travers les trucs de la voiture, il faut être inspecteur gadget. La première expertise va nous démontrer qu'il est absolument impossible de prendre les clés par le toit ouvrant. Les clés qui se trouvaient sur le contact par le toit ouvrant. Il va nous indiquer qu'il y a 51 cm entre le haut de la main et les clés. Et ça, c'est bizarre parce que la loi, il y a personne qui a été faire un test sur la voiture en disant exact, on ne peut pas passer la main pour aller chercher les clés du Neyman. L'expertise démontre qu'on ne peut pas attraper les clés par le toit ouvrant. Et on ne peut pas le faire sans conducteur dans le véhicule. C'est-à-dire, quand on va faire l'expertise, le véhicule ne bouge pas. Or, les témoins nous disent que le véhicule bouge très lentement, mais bouge quand on attrape les clés. Et il n'y a pas de conducteur récalcitrant dans le véhicule. Donc on ne peut pas le faire, je dirais, au calme. On ne peut pas attraper les clés. Et ensuite, avec un conducteur qui serait récalcitrant, c'est absolument impossible. C'est pas un toit ouvrant, c'est juste un volet d'aération. Ils ont inventé n'importe quoi. On m'a pris pour un con depuis le début. C'était ce qu'il fallait pas faire qu'ils ont fait. Alors, moi, quand on me cache quelque chose, c'est là que je cherche à aller plus loin. D'autant qu'il y a un autre mensonge et de taille. Les mariés ont toujours affirmé avoir enlevé la tête de Delco du véhicule de Michel Dufoy afin d'empêcher sa voiture de rouler. Or, l'expert va s'apercevoir que le Delco du véhicule de Michel Dufoy, contrairement à la plupart des véhicules, est monobloc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever ce qu'on appelle la tête de ce Delco. Pourquoi mentir ainsi? Que cache réellement ce mensonge grossier? Pour Roger et son avocate, Corinne Herman, la voiture de Michel devient une vraie pièce à conviction. Et ils vont en confier l'examen à un expert renommé, Jean-François Abgral, un ancien gendarme connu, vous savez, un enquêteur redoutable qui a traqué de nombreux criminels. Jean-François Abgral va confirmer les observations du premier expert, mais il va également aller plus loin. Je rencontre donc le père qui m'amène dans un petit hangar chez lui et il m'explique que il a gardé religieusement la voiture depuis les faits. Alors l'examen du véhicule, c'est quelque chose de particulier. La voiture était un peu figée dans le temps. La poussière est restée là, les rubans, etc. Et on voit que M. Dufoy l'a conservé religieusement. C'est quelque chose qui, pour lui, semble important. Quand on arrive devant ce véhicule qui a été conservé par le père avec les nœuds du mariage, avec la poussière, on a un sentiment de profaner quelque chose. On a vraiment le sentiment que Michel Dufoy est là et qu'il y a des choses à nous dire. Enfin, c'est évidemment lourd d'émotions. À ce moment-là, moi, je ne sais pas ce que je cherche. Je viens juste pour étudier la voiture. Donc, je vais l'examiner sur un plan extérieur, comme on fait dans une enquête criminelle. Puis après, je vais regarder à l'intérieur. Et je m'aperçois que dans cette voiture, c'est un bazar sans nom à l'intérieur. Sur les tapis de sol, il y a plein de choses.
Et en tamisant tous ces petits détritus qui sont dans le fond de la voiture, cendrier, tapis de sol, je trouve un petit bout de papier qui n'est ni plus ni moins qu'un ticket de caisse. Alors ce ticket de caisse est intéressant parce que finalement il est daté. Qui est daté du lundi 24 juillet, donc le lendemain de la disparition supposée de Michel Dufoy. Il n'a pas pu être remis dans ce véhicule-là par Michel Dufoy. Parce que Michel Dufoy est déjà mort depuis un jour. Il faut m'expliquer comment ce ticket de caisse est arrivé là. C'est un élément particulièrement orientant, c'est une pièce à conviction. Qui s'est donc servi de ce véhicule? Une personne qui savait déjà que Michel Dufoy était mort et qui n'avait donc pas à lui demander d'autorisation. Est-ce les mariés? La voiture est restée 3 semaines chez eux après la mort de Michel jusqu'à ce que Roger Dufoy la récupère. Donc a priori, à part eux, personne n'a eu accès au véhicule. Interrogés par Roger Dufoy, les mariés s'avouent à nouveau incapables d'expliquer la présence de ce ticket dans la voiture. Une fois encore, ils n'ont rien à dire. Parce qu'ils n'avaient pas prévu. C'est une interrogation. Il doit y en avoir d'autres. On va constater dans le véhicule la présence d'un certain nombre de traces, comme des taches marron qu'on trouve sur les fauteuils avant du véhicule, à l'emplacement du conducteur sous les pédales d'accélérateur et à l'arrière du véhicule, sur la banquette arrière. On a des traces aussi comme ça marron qui apparaissent sur les banquettes et qui nous paraissaient suspectes. À ce moment-là, moi je me doute évidemment que c'est du sang et ce véhicule finalement il est plein d'indices. S'il était préservé, en tout cas il est riche d'informations. Je me suis demandé si je n'avais pas trouvé des dents, des choses comme ça qui auraient pu montrer une agression dans le véhicule. Parce que là, c'est une scène d'agression, ce qu'on a. Michel Dufoy a une blessure à la cuisse qui a pu saigner. Il a d'autres blessures qui ont peut-être saigné. Et ça expliquerait la présence de sang au pied du conducteur, puisque s'il était dans son véhicule, il y a du sang au pied du conducteur et on pourrait peut-être imaginer que ça vienne de cette blessure à la cuisse. Après l'analyse de l'ensemble de ces situations-là, moi je suis convaincu que cette personne a été agressée, que le suicide ne tient pas un instant. Alors qu'est-ce qui s'est passé, je ne peux pas le dire. On a toutes les caractéristiques et les traces d'une agression violente, puisqu'il y a pas mal de sang dans la voiture, je pense que ça peut être encore quantifié aujourd'hui. Et donc si on a une agression violente avec une mort constatée, visiblement violente, puisque perdre sa tête c'est quand même quelque chose, ça ressemble particulièrement bien à un meurtre. On va faire intervenir un expert pour vérifier si les traces qu'on voit dans le véhicule, c'est du sang. Ça nous paraît être du sang, mais voilà, on peut très vite tirer des conclusions. Donc on va demander à ces experts de vérifier les traces qu'on a dans le véhicule. Notamment parce que le premier expert nous indique qu'il y a comme des coups de couteau au plafond, enfin, comme un picotis par un couteau. Donc on fait intervenir ces experts qui vont faire des prélèvements et qui nous disent il est possible que ces traces, en tous les cas, soient du sang. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le lieu de véhicule où il y a du sang et l'endroit de découverte du corps? Avec des témoins qui ne racontent pas la vérité. C'est ça la question. Comment expliquer la présence de tout ce sang dans la voiture? Est-ce le sang de Michel Dufoy? Et si ce garçon est mort dans le canal, comme voulaient absolument le penser les gendarmes, pourquoi retrouve-t-on du sang dans sa voiture? Apparemment, les chefs d'enquête n'étaient que des petits chefs. Et les magistrats, disons, distraits pour ne froisser personne, l'ennui, c'est que la justice n'a jamais eu la curiosité de s'intéresser à ce sang et à ce ticket de caisse, sous prétexte que ces découvertes sont le résultat d'enquêtes privées et non officielles. Mais c'est tout le problème. Il y aurait justement fallu que ces expertises soient ordonnées dès le départ, de façon officielle. Roger Dufoy aurait ainsi évité de perdre tant d'argent et surtout tant de temps. Et nous, qui avons l'habitude de travailler sur des scènes de crime, des reconstitutions criminelles, des affaires criminelles, des dossiers criminels, on arrive sur ce véhicule, ça se voit, ça se sent, enfin... Et on nous dit non, on ne fait même pas le déplacement, on nous dit même pas on va faire une contre-expertise pour qu'ils se taisent. Non, on ne le fait pas. Peut-être parce qu'on a peur de la réponse. Et on s'aperçoit que l'enquête n'a pas été menée à terme, mais même pas appréciée, c'est-à-dire il n'y a pas eu de questionnement profond. Pour pas dire que c'est resté très léger. Mais la justice, c'est un mur en béton armé. C'est un mur, ils veulent rien faire, ils veulent rien faire. Ils n'ont pas fait leur travail. On leur donne plein de choses, on leur fournit des choses, ils les exploitent pas. Pour eux, suicide, terminé. La France est complètement déçue. Complètement déçue.
Depuis, je ne veux même plus voter, je ne veux même plus... Non, pour moi, c'est fini. Hein. Qu'est-il donc arrivé à Michel Dufoy? Si la justice acceptait seulement d'analyser son véhicule, on aurait peut-être aujourd'hui enfin les réponses à ce mystère. Elle est donc, cette voiture, aujourd'hui conservée par Roger dans un endroit tenu secret. On a demandé à M. Dufoy de mettre ce véhicule en sécurité. Moi, j'avais peur pour sa sécurité à lui, c'est-à-dire qu'on mette le feu à sa grange pour se débarrasser de ce véhicule, ou que finalement on vole le véhicule, on n'aurait plus rien eu. Donc on lui a demandé de mettre ce véhicule en sécurité, ce qu'il a fait. C'est ici que j'ai planqué la voiture de Michel. C'est très important, parce que cette voiture, elle a encore des choses à dire. Elle n'a jamais été interrogée. C'est pas moi qui dois l'interroger, c'est la justice. Elle n'a jamais été interrogée encore. Donc maintenant, un jour, elle va peut-être parler. Elle va dire ce qui s'est passé dedans. Le système judiciaire a du mal à se remettre en cause, par principe et par peur de mettre à jour ses erreurs ou ses négligences. Ils continueront d'affirmer que Michel Dufoy, ivre, est tombé dans le canal et qu'une péniche lui a découpé son corps. Pour relancer l'enquête, les avocats de Roger Dufoy vont alors ruser et porter plainte cette fois-ci pour faux témoignage. Souvenez-vous du scénario impossible, raconté par François le marié, réussissant à récupérer les clés par le toit ouvrant de la voiture. On l'a vu, cela ne tient pas. La plainte pour faux témoignage oblige d'interroger de nouveau François le marié. Cela sera fait le 9 février 2000, c'est-à-dire, vous vous rendez compte, 5 ans après la mort de Michel Dufoy. 5 ans après. La justice va ouvrir effectivement une instruction pour faux témoignage et va juste se contenter, pour faire plaisir et pour ne pas se trouver dans ce qu'on appelle un déni de justice, c'est-à-dire un refus de la justice, va se contenter d'entendre le marié, qui va maintenir sa version. En quelques mots, enfin, il y a 3 phrases, et le juge va fermer le dossier en disant il a dit qu'il l'a fait, c'est bon. C'est tout. C'est tout. On ne fait pas d'enquête, on ne vérifie pas s'il a pu le faire. Ça aboutit sur un non-lieu. Et je suis toujours là. Et pourtant, on avait amené toute cette autre preuve et tout ça. Et donc c'est bien, c'est ce qui prouve que la justice ne veut rien faire. Ça n'existe plus le mot justice. Il devrait le retirer de ce dictionnaire, ce mot-là. Non seulement le juge ne va pas effectuer sa propre reconstitution des faits, mais il ne va même pas réentendre les témoins. Même la mariée ne sera pas interrogée. Il aurait pourtant été intéressant d'interroger cette jeune femme, d'autant que son mariage avec François n'aura pas résisté à cette affaire. Moins de 5 ans après, ils étaient divorcés. Virginie, si elle le voulait, aurait peut-être pu livrer une version différente de celle de son ex-mari, car toute l'affaire tourne autour d'eux, autour des mariés. Mais ils se tairent et ils se taisent. On les a cherchés partout. C'est notre devoir de journaliste, afin de leur donner la parole. Impossible de les trouver, y compris chez la propre mère du marié. Écoutez-la, cette femme. Il y en a jusque-là, moi. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit à la gendarmerie. J'ai plus rien à dire, et puis je crois que mon fils, il est pareil. D'accord. Bon, ben, écoutez, par correction, nous, on a voulu le contacter parce qu'il a le droit de s'exprimer, justement, comme il a rien à cacher, donc oui, c'est pour ça. Il en a marre, et puis c'est tout, hein. Ouais. C'est pas la peine de... Et vous avez pas un numéro où je pourrais... Ah non, puis même si je l'avais, vous ne l'aurez pas. François et Virginie ont donc toujours refusé de nous parler. Pourtant, eux, ils savent ce qui s'est réellement passé. Mais ils apparaissent aujourd'hui comme liés par un secret qui finalement les protège, à condition qu'aucun d'eux ne parle. Pour Roger Dufoy, il n'y a pas de doute, son fils a été tué. Mais par qui et pourquoi? Tout repose sur les mariés. Les mariés, les gens qui étaient à la DOS, tout repose là-dessus. Ils ont menti. Bon, moi, je suis à peu près certain pour se disculper. C'est pour ça qu'ils ont menti, pour se disculper. Pour moi, il a été assassiné, mon fils. Mais c'est pareil, pourquoi? On en est toujours là, pourquoi? Peut y avoir une histoire de femme. Mais je ne dis pas la mariée, loin de là, loin de là. Il y en avait une autre principalement qu'on voyait sur la cassette, qui était habillée vraiment courte. Michel, il en fallait très peu pour l'exciter. Et moi, je penserais que celle qui est habillée courte, c'est une femme mariée. Et moi, je pense que ça sortirait de par là.
Qu'on dise ce qui s'est passé avant. Une bagarre qui s'est finie mal, ou, je sais pas, l'histoire d'une fille. Comme dit mes parents, ça peut être l'histoire d'une fille. On nous le dit pas. On veut rien nous dire. Je me suis posé à plusieurs reprises la question si est-ce qu'il avait souffert. J'espère pas pour lui qu'il a souffert. Parce que vous imaginez s'il a souffert, le drame qu'il a pu... le calvaire qu'il a pu avoir. Et après qu'on lui coupe la tête. Peut-être après, peut-être avant, je sais pas. C'est épouvantable. Pourquoi on a enlevé la vie à Michel? C'était gentil. On pouvait lui demander des choses, il le faisait. Il avait bon cœur. Pour tous ces gens, Michel Dufoy n'est pas devenu l'homme sans tête du canal du Loing. Il reste le fils taquin et le frère complice. Les juges auront beau dire ce qu'ils veulent. Son paysan de père ne voudra jamais être abusé sur la mort de son petit gars. Je ne comprends pas que dans ce dossier, il n'y ait pas quelqu'un qui, à un moment donné, nous dise « Bon, on prend ce dossier, on va l'ouvrir, j'interviens, c'est pas possible, quoi. » Mais on est 20 ans plus tard et cet homme, voilà, il n'a pas de réponse. Non, on n'a pas fait notre deuil. Mon papa n'a pas fait son deuil, ni mes parents n'ont pas fait leur deuil. Parce que pour faire un deuil, il faut savoir pourquoi il est décédé. C'est presque invivable, ça, parce que... Et puis, il y a encore des fois, je le vois. Il est là, je serais prêt à l'appeler. C'est lui qui est là-bas. On a cet homme, il faut imaginer que sa vie a complètement dérivé après cette mort. C'est quasiment 20 ans de sa vie foutue par ce combat, par ses doutes, par cette envie de chercher la justice. J'évite au maximum de penser. Comment? C'est intenable. C'est intenable. Quand on y pense, c'est intenable. Mon père, ça a toujours été un battant. Et il le sera encore. J'y souhaite. Le plus longtemps possible. Pour savoir la vérité, il y a toujours un petit sursaut, une goutte de sang qui tape. Ça vaut un électrochoc. Il y a toujours quelque chose qui vous redonne envie de... Je voudrais que mon père apprenne la vérité avant qu'il ferme les yeux. Avant qu'il disparaisse. Je voudrais qu'il sache la vérité. Qu'on lui dise la vérité. Ce qui s'est passé réellement. Il y a un bout de temps, je suis malade. Et je crois que je suis pas mort parce que je veux savoir. Tant que j'aurai une goutte de sang qui circulera dans mes veines, j'aurai encore un peu l'énergie de pouvoir me battre. Oui, quand le sang sera arrêté, là, je pourrai plus. Là. Autrement, je ne m'arrêterai pas comme ça. Savoir comment son fils est mort. La rage, la haine pour celui, celle ou ceux qui l'ont frappé à mort avant d'oser le couper en deux. Cette rage, cette haine, ça fait vivre, ça fait même attendre. Il y a aujourd'hui dans la procédure pénale française tous les moyens possibles pour ouvrir ce dossier et y travailler sérieusement, mais cela, c'est vrai, ça reviendrait à remettre en cause le travail, l'indifférence et peut-être l'incompétence d'un certain nombre de magistrats et d'enquêteurs. Aujourd'hui, le suicide absurde de Michel Dufoy s'ajoute à la souffrance du souvenir, l'impression qu'on insulte le mort en l'accusant d'un crime qu'il n'a pas commis, puisqu'il a été la victime. C'est la pire des cicatrices, lorsque la mémoire d'un homme est souillée comme une victime jugée à huis clos par des juges aux yeux clos.